BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 21, on va parler de la journée mondiale de l'eau, mais sous notre prisme à nous, BFM Business. Franck Galland est avec nous. Bonjour Monsieur Galland, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des questions géopolitiques et sécuritaires liées à l'eau. Ancien directeur de la Sûreté de Suez, président d'ES au carré, un cabinet de conseil en résilience urbaine, et expert eau auprès du ministère des Armées. Vous publiez un ouvrage qui vient de sortir il y a quelques jours, on va le voir à l'image. Guerre et eau, l'eau, enjeu stratégique des conflits modernes. C'est aux éditions Robert Laffont. Un ouvrage pour nous dire quoi? Que oui, on prend bien plus en compte, et heureusement aujourd'hui, la dimension de l'eau dans la méthodologie des conflits. C'est ça l'idée fondamentalement, Franck Galland. Ce qu'on ne faisait pas par le passé, mais qu'on a appris à faire. Finalement. Alors, l'eau est très clairement devenue un enjeu de sécurité collective. Bien sûr. On s'en aperçoit par le fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est emparé du sujet. Ouais. C'est très récent. Et quand on voit des armées progresser dans la bande saharo-sahélienne, où l'armée française est toujours engagée, où l'armée française est toujours impliquée via l'opération Barkhane, il faut savoir que c'est une zone où résident 150 millions de Sahéliens. En moins de 20 ans, 40% de leurs ressources ont diminué. Cette population va multiplier par 2 son nombre dans les 20 prochaines années. Donc d'ores et déjà, pour les habitants, dans ces pays du G5 Sahel, effectivement, se pose la question de la rareté de la ressource. Et quand on est en opération militaire, pour lutter contre le terrorisme, contre le djihadisme, on doit mettre l'eau au cœur de la stratégie de déploiement et de la stratégie de stationnement. Et c'est vrai que nos troupes s'y emploient de belle manière, comme leurs grands anciens l'ont fait. Oui. Alors ça n'a pas toujours coulé de source, je le montre dans ce livre, notamment dans la Première Guerre mondiale, parce qu'on part clairement... 14-18 là, On part clairement, on a fêté le centenaire de la fin des hostilités il y a 2 ans, on part clairement en guerre en 14 sans avoir pensé à la manœuvre de l'eau, ce qui est quand même complètement hallucinant, et on s'aperçoit quand on fait des recherches qu'on a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts à cause de maladies hydriques. Alors le feu a tué, cette journée du 22 août 14, on a eu 27 000 morts. L'histoire, la journée la plus tragique de l'histoire militaire française. Seules les armes n'ont pas tué, il n'y a pas que les armes qui ont tué. Voilà, il n'y a pas que les armes qui ont tué. Et quand vous voyez des champs de bataille où vous aviez entre 200 et 300 cadavres humains par kilomètre carré, sans compter les cadavres d'animaux. Donc on avait des eaux souterraines éminemment polluées, des eaux de surface qui n'existaient plus, et malgré tout, il fallait faire la guerre. Et on doit véritablement à des ingénieurs militaires d'infrastructure, comme ceux qui combattent aujourd'hui aux côtés de nos troupes au Sahel, des prouesses techniques, technologiques. Je vais en citer 2 et j'ai fait beaucoup de recherches sur ces 2 profils, 2 polytechniciens qui, en 14 à 55 ans, s'engagent. Et l'un, c'est Colmédage, qui a créé le service des eaux des armées en 1915, et l'autre, c'est Bruno Varilla, qui a inventé ce principe de stérilisation de l'eau, la javelisation imperceptible, exactement, c'est ça. Plus connu ensuite sur le nom de verdanisation. Et vous racontez comment, un siècle après aujourd'hui, des organisations terroristes comme Al-Qaïda, comme Daesh, font régner la terreur en maniant l'arme de l'eau finalement. Voilà, prenons Daesh. La première initiative de Daesh, c'est d'occuper un barrage en Syrie, le barrage de Baf, qui représente toujours 60% de l'alimentation en eau de la Syrie. Il l'occupe en 2013. Après, il continue avec un deuxième barrage, le barrage de Takpa, qui est un barrage qui retient le lac Assad. C'est en gros l'alimentation en eau d'Alep. Et puis, ça continue avec en Irak le barrage de Mossoul, le fameux Saddam Dam. Et c'est suite à ça qu'une force de la coalition intervient, parce qu'en plus ce barrage a été assez mal conçu et présente des vulnérabilités et beaucoup d'instabilité. Donc jusqu'à l'armée islamique au Levant, et bien avant cela, on sait qu'Al-Qaïda, quand effectivement des informations suite aux interventions américaines en Afghanistan montrent que Ben Laden avait voulu s'intéresser de près aux infrastructures en eau, ça fait partie de la réponse du faible au fort. C'est dans des guerres asymétriques, malheureusement, s'en prendre aux infrastructures vitales aux populations, comme l'électricité et l'eau, ça fait partie des scénarios de contre-terrorisme. Vous citez aussi l'exemple du Qatar, je crois, qui est dépendant à 99% pour son acheminement en eau de 2 usines de dessalement, c'est ça. Enfin, le Qatar, premier PIB par habitant de la planète devant le Liechtenstein, dépend à 99% du dessalement et de 2 stations de dessalement. C'est pour ça que l'État du Qatar s'est lancé dans la construction de réservoirs, de méga réservoirs. Ça fera 10 millions de mètres cubes de stockage, les plus gros réservoirs du monde nés de la main de l'homme, justement pour répondre à toute problématique de rupture de continuité d'activité sur leurs stations de dessalement, dont le terrorisme, dont la cyber
sécurité, dont la pollution en mer d'Arabie. Il ne faut pas oublier que pendant la première guerre du Golfe, Saddam Hussein avait trouvé tout à fait malin de provoquer une marée noire dans le but de toucher les stations de dessalement sur la côte est de l'Arabie Saoudite. Donc malheureusement, quand on regarde l'histoire, les scénarios sont écrits et peuvent se reproduire. Les grands pays occidentaux, l'Occident est-il préparé à des attaques terroristes qui pourraient mettre à mal leur approvisionnement en eau? Je dirais que depuis le 11 septembre 2001, il est clair que l'État français a pris des bonnes mesures, notamment en désignant l'eau comme secteur dit d'activité d'importance vitale. Et donc le monde de l'eau a été très fortement mobilisé depuis une quinzaine d'années pour permettre une meilleure sécurité de leurs infrastructures de stockage, leurs infrastructures de production et aussi la surveillance des réseaux. Donc c'est vrai pour les grandes métropoles, c'est vrai aussi en milieu périurbain, en milieu rural. Il y a une véritable mobilisation à l'échelle nationale et à l'échelle européenne sur la protection des infrastructures en eau. Et c'est tant mieux parce que tout peut arriver, mais comme sur n'importe quelle infrastructure vitale de transport, de production électrique. L'eau est essentielle pour les populations, pour les clients sensibles que sont les hôpitaux. Aujourd'hui, en pleine période de Covid, qu'est-ce qu'on ferait sans eau? Je veux dire, le premier geste pour lutter contre le Covid-19, c'est de se laver les mains. Donc on voit bien l'importance vitale de cette ressource rare. On nous annonce depuis des années des manques d'eau, des pénuries d'eau, des guerres liées à l'eau, justement. Pour faire changer les choses, est-ce que c'est avant tout nos comportements? Est-ce que la technologie aura un apport finalement? Est-ce que ça sera une conjonction de tout ça finalement? Alors je dirais est-ce que la technologie peut nous sauver enfin si nous ne changeons pas nos comportements? Alors moi je suis un peu saint-simonien, donc oui, la technologie peut nous sauver. Il est clair que le dessalement a un grand avenir. Aujourd'hui vous parliez du Qatar, mais effectivement ils tiennent grâce à leur station de dessalement. Même chose pour l'Arabie Saoudite qui a de moins en moins d'eau, mais c'est la première puissance mondiale en termes de capacité installée. Donc le dessalement est une solution. La Chine sur sa partie nord-nord-est a des problèmes d'alimentation en eau et demain sera une grande puissance du dessalement. Donc c'est une chose. Prenons la réutilisation des eaux usées. Aujourd'hui, vous prenez un État comme l'État d'Israël, 87% de leurs eaux usées sont recyclées et réutilisées en circuit fermier pour être par exemple pour arroser des espaces verts, pour être utilisées à des fins d'arrosage agricole. Bon, le deuxième pays au monde à faire ça, c'est l'Espagne et c'est uniquement 15% de leurs eaux usées qui sont réutilisées. Et je donne même pas le chiffre de la France parce qu'il est proche de zéro. Donc il est clair que la réutilisation des eaux usées a un formidable potentiel d'avenir. De même que la recharge artificielle des nappes. On parlait tout à l'heure de ce que fait le Qatar en termes de réservoirs humains, mais les Émirats sont en train de recharger leurs nappes par des eaux dessalées de façon à la garder prisonnière pour qu'en cas de crise, elle puisse être utilisée. Donc on voit bien ces trois composantes très utiles et c'est surtout, permettez-moi de le souligner, le savoir-faire des femmes et des hommes, des techniciens et des ingénieurs de nos grandes sociétés d'eau, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques, qui assure au quotidien ce service essentiel pour les populations et visant notamment à réduire les pertes en eau, réduire les fuites. Ce qui ne doit pas nous empêcher de revoir nos comportements aussi, voilà, sur des messages. Il est clair, et à longueur de journée, en cette journée mondiale de l'eau, il faut tout faire pour que les jeunes générations, effectivement, soient économes en eau. Dossier absolument passionnant, je renvoie à votre bouquin, Guerre et eau, l'eau, enjeu stratégique des conflits modernes aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup Franck Galland.